On va s'intéresser à ce qui se passe en Russie après cet appel à la mobilisation des réservistes annoncé par Vladimir Poutine. Certains de ceux qui pourraient être appelés ont décidé de quitter le pays, soit par voiture, soit par avion. On fait le point avec Michael Dos Santos et puis après je vous pose la question de ce qui se passe réellement en Russie, monsieur Girneau. Des embouteillages sur les routes à la frontière entre la Russie et la Finlande et des centaines de vols au départ de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces passagers, arrivés à Belgrade ce matin, avaient réservé leur vol de longue date. Ma venue ici n'a pas de lien avec la mobilisation. Mais c'est peut-être un coup de chance pour moi. Ou pas, on verra. La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur de mourir, toutes ces choses-là. Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes. 300 000 personnes destinées à rejoindre les soldats déjà déployés sur le front. Conséquence immédiate, le tarif des billets d'avion au départ de Russie a explosé. Un Moscou-Istanbul coûte désormais plus de 1 000 €, environ 4 fois plus qu'il y a une semaine. Une envolée des prix constatée par Gilles Chenesso, directeur de Tsar Voyage. Ça n'a fait que rajouter encore un peu plus de difficultés et de prix à ces avions qui sont déjà pris d'assaut. Jusqu'à dimanche, pratiquement, Istanbul, il n'y a rien. Erevan, c'est à des prix déments. Trouver un aller simple à 7 000 €. Cette augmentation des prix s'explique aussi par le peu de destinations actuellement ouvertes. Depuis la fermeture de l'espace aérien européen, seule une poignée de pays comme la Serbie ou les Émirats ont une liaison directe avec la Russie. Voilà, alors il y a ces Russes qui tentent de fuir et puis l'état-major russe évidemment réagit à l'instant. Il dit il y a eu 10 000 volontaires qui ont demandé à être mobilisés en Ukraine en 24 heures. Ils sont venus d'eux-mêmes au commissariat, dans les commissariats, sans attendre leur convocation. Sergueï Girnov, c'était impossible pour la Russie de laisser voir ces images comme quoi tout le monde s'enfuit pour ne pas être envoyé en Ukraine ? L'état-major, vous avez un général Konashenkov dont le rôle est de mentir depuis 7 mois. Il a pris même une étoile sur ses épaulettes grâce à ça. Donc, ce que dit l'état-major, parce que si vous l'écoutiez, les Russes n'ont perdu que 6 000 personnes dans cette guerre. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus ? Bien évidemment, c'est beaucoup plus. Déjà, si vous avez les renseignements américains et anglais, eux parlent entre 20 et 25 000, voire peut-être même 30 000. Les Ukrainiens parlent de 55 000. Et le ministère des Finances russe a reconnu 48 000. D'accord. Finalement. Parce que en fait, il y a l'argent qui doit être versé aux familles. Donc, à cause de ça, ils ont dévoilé ce chiffre. Donc, bien évidemment, ils sont un peu acculés. Et ils étaient obligés de sortir ça parce que tout le monde parle de cet exode. Donc, bien évidemment, tous les Russes qui ont de l'argent essaient de fuir. Mais on parle vraiment d'un exode là où c'est quelques centaines, peut-être milliers de personnes sur un pays de plus de 100 et quelques millions d'habitants. Non, sur cette vague-là, c'est pas un exode parce que bien évidemment, on a bien dit, il faut avoir de l'argent. En plus, les prix ont flambé. C'est entre 3 et 10 000 $ pour un billet. Donc c'est énorme. Pas accessible à tout le monde. Donc voilà. Mais faut pas oublier non plus que dès le début du conflit, il y a quelques 450 000 Russes qui ont quitté le territoire après le 24 février, dont les Russes les plus qualifiés. D'accord. Éric Revel, vous vouliez ajouter quelque chose et après Général Clermont. Mais c'est un vieux réflexe, pardonnez-moi Laurence, je me méfie toujours de toutes les manipulations médiatiques d'où qu'elles viennent. Parce que, oui, parce que là, on est incapable de voir si c'est un exode massif, ça n'a pas être l'air de le cas, parce que les avions ne sont pas non plus extensibles. On est incapable de justifier ou de vérifier le chiffre de 10 000 conscrits qui, patriotiquement, viendraient aider l'armée russe. Moi, je suis quand même extrêmement méfiant, si vous voulez, sur les informations des uns et des autres. Moi, j'en ai pas. Mais si vous voulez, on sait qu'une guerre, par définition, c'est aussi une guerre d'image et une guerre de communication. Entièrement d'accord. Donc, si vous voulez, les chiffres donnés par les Américains, évidemment, ils sont énormément plus importants en termes de désastre pour l'armée russe que ceux que donnent en minimisant la direction de l'armée russe. Mais vous voyez, je me méfie de la propagande russe, évidemment, mais par définition, je me méfie aussi de la propagande américaine. Vous avez parce raison. que si vous vous souvenez bien, pendant la guerre en Irak, il n'y avait quasiment aucune population civile qui mourait. Tout était ciblé, tout était sous contrôle. Et d'ailleurs, les chaînes de télé à l'époque, CNN et les autres... Tchétchénie, Syrie, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je... d'accord. Éric Nolot. Je me tourne vers notre général, on a la chance d'avoir un général sur le plateau. Est-ce que la question, c'est celle du nombre, des 300 000 ou des 10 000 ? Parce qu'on a l'impression que l'armée russe, c'est pas un problème du nombre de soldats, c'est qu'elle est minée par des faiblesses qui nous semblent très étonnantes. Non, vous avez raison, elle a un problème de faiblesse structurelle
qui sont liés, on l'a évoqué, surtout à la corruption, au fonctionnement de cette armée qui s'est délitée au fil des années et qui a été gangrénée par la corruption à tous les niveaux. Et puis le deuxième, c'est que malgré tout, même dans une armée bien organisée et structurée, elle n'a pas assez d'hommes. Et ça, depuis le début, elle aurait eu assez d'hommes si le 24 février, elle avait été accueillie par des bouquets de fleurs. À ce moment-là, il y en avait suffisamment. Ce qu'ils espéraient dans un premier temps. Ce qu'ils espéraient. Et en réalité, quand ils ont massé leurs troupes, c'est le scénario auquel ils s'attendaient. À partir du moment où ils sont rentrés dans une guerre dure, on s'est rendu compte tous très vite qu'ils n'avaient pas beaucoup d'hommes. D'autant plus que dans la première phase, ils ont perdu énormément d'hommes. Donc ils ont attaqué la deuxième phase, celle dans laquelle ils sont concentrés sur le Donbass, avec déjà des pertes très lourdes. Il y a également des pertes très très lourdes du côté ukrainien. Mais ukrainien, il y a la population pour remplacer les soldats ukrainiens. Je me permets de parler sous vos contrôles. Il y a aussi un problème structurel, disent des experts, dans l'armée russe, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sous-officier. Oui. C'est-à-dire que vous avez une hiérarchie qui est ailleurs et qui décide, et vous avez des soldats sur le terrain qui sont parfois livrés à eux-mêmes. Et on dit que vous manquez, vous êtes russe, beaucoup de sous-officiers d'encadrement. C'est-à-dire que les ordres arrivent très très mal. En fait, on a des sous-officiers. Le problème n'est pas l'absence des sous-officiers. Les sous-officiers en Russie existent dans n'importe quelle armée. C'est le rôle qu'ils ne jouent pas. Parce qu'en fait, dans les armées occidentales, le sous-officier joue un rôle opérationnel, décisionnel opérationnel. Ça veut dire que nous, dans nos armées soviétiques, russes, etc., on attend toujours l'ordre d'un général. Et c'est ça le problème. Parce que dans l'armée, il suffit de regarder tout simplement Hollywood. Vous vous souvenez de Hollywood, il y a les conscrits qui arrivent. Qui c'est qui les accueille? C'est le sergent-chef. C'est le sergent-chef, c'est lui qui organise tout, et il y a même souvent même pas d'officiers aux alentours. Et donc voilà, c'est ça la différence. Général Clermont. Non, effectivement, les problèmes sont structurels, sont très nombreux. On peut passer un très long moment à les lister. Les forces russes aujourd'hui, malgré tout, ont la puissance de feu, ne sont pas organisées, mais conservent la puissance de feu. L'aviation russe est pratiquement intacte. Elle a été très très peu utilisée, l'aviation russe. C'est une catastrophe. Moi, je suis aviateur, donc je vois bien la façon dont ils auraient dû procéder avec la puissance de leur aviation. Et il manque d'hommes. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils utilisent? Ils le font pas, ils ne savent pas le faire. Ils n'ont pas appris le faire. Ça, c'est la conséquence de la rigidité du commandement. Le manque d'initiative, chacun se défausse, les informations qui remontent sont pas vraies. En fait, c'est l'organisation d'un mensonge qui fait qu'il n'y a pas de confiance, donc plus personne ne bouge. Donc c'est une espèce de fossilisation des opérations militaires qui pénalise extrêmement sur le terrain. Alors que l'armée ukrainienne, qui au départ était à peu près comme l'armée russe il y a 20 ans, elle a été prise en main avec les Américains. En réalité, c'est une armée russe. Il faut répéter. Rustique. Par les Américains. Je confirme. Allez-y, Général Clermont, vous n'avez pas terminé. C'est très important. C'est en quelque sorte une armée russe, très rustique, très motivée, 10 fois plus motivée qu'en face, et formée à l'américaine. C'est le cocktail gagnant. Il n'y a pas plus puissant que l'armée ukrainienne si on additionne toutes ces caractéristiques. Vous voulez dire que la Russie pourrait perdre en Ukraine? Je veux dire que le conflit va certainement durer très longtemps. Qu'il n'est pas impossible, je crois que ça a été évoqué, on voit que je pense que la mauvaise surprise pour Poutine, c'est de se rendre compte qu'il va perdre les territoires qu'il a conquis péniblement en plusieurs mois. Donc là, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Il prend une décision qui est importante et on va revenir sur la deuxième ligne rouge. Première ligne rouge, on ne frappe pas la Russie. Désolé, je l'ai zappé. Et la deuxième ligne rouge. Deuxième ligne rouge, je peux recourir au nucléaire. Et j'expliquerai dans quelles conditions ils peuvent recourir au nucléaire. Et ça, il ne l'a pas fait, mais rien ne dit qu'il ne le fera pas. Donc pour l'instant, les 300 000 hommes qu'il va péniblement recruter, former, équiper, envoyer au front, quand on voit toutes les lourdeurs administratives, ça va être un cauchemar. Il en a 300 000, il en aura 50 000. C'est en général comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, il a besoin de renforts et surtout, ça lui permet de continuer à gagner du temps, à essayer de faire ce que ces généraux lui disent. Vous inquiétez pas, Monsieur le Président, on va gagner la guerre. Donc on n'est pas encore dans la logique de la bascule sur la dissuasion. L'appel régulier, systématique à l'arme nucléaire, c'est dans le fonctionnement d'un dialogue stratégique entre les puissances. Le but est d'impressionner, c'est comme ça la dissuasion. Le problème, c'est qu'on s'en sert pas souvent. Tant mieux qu'on s'en sert pas souvent. Mais quand on s'en sert, on se rend compte que c'est terrifiant. Le but, c'est de terrifier l'adversaire. C'est comme ça qu'elle fonctionne. La différence, et je terminerai rapidement sur le sujet, c'est que dans la doctrine russe, il y a effectivement la possibilité. Poutine a compris qu'il était en infériorité numérique du point de vue conventionnel. Donc il y a une disposition de la doctrine russe qui permet d'utiliser l'arme nucléaire pour compenser son infériorité conventionnelle. Et là est le danger. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement il peut y avoir une arme nucléaire tactique, une arme nucléaire qui n'est pas que tactique. Pardon, elle n'est pas que tactique. Alors laissez juste terminer. Il faut quand même le préciser. Elle n'est pas que tactique.
C'est un peu comme ça que la doctrine française fonctionnait dans les années 80, parce qu'on avait aussi des armes tactiques. C'est le prélude, c'est un avertissement pour dire, vous savez, je cherche un effet militaire sur le champ de bataille, mais je vous rappelle que j'ai des armes nucléaires, je suis prêt à m'en servir. Jamais personne ne l'a fait depuis 80 ans. Est-ce que Poutine le fera? C'est important ce que vous avez dit, il faut quand même le préciser. Oui, bien sûr, c'est une arme tactique. On parle d'armes tactiques. On parle d'armes tactiques, mais qui font des centaines de milliers de morts quand même. En fait, c'est une arme d'armes tactiques. Non, mais moi j'ai lu Guerre et paix de votre compatriote Tolstoï, et Tolstoï explique que peu importe la valeur des généraux, du pouvoir, ce qui compte dans une bataille, c'est est-ce qu'il y a le sentiment collectif qu'on va gagner. Oui. C'est celui qui a ce sentiment collectif. La plupart des Ukrainiens sont prêts à mourir pour l'Ukraine. Je pense que la plupart des Russes ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Mais, puisque vous avez des informations, quel est le sentiment collectif en Russie? Est-ce qu'il y a quand même encore un réflexe patriotique suffisant pour susciter des volontaires sur le front, pour éviter des désertions, ou vous pensez que c'est quelque chose que le conflit en fait peut basculer parce que l'opinion publique russe basculerait? Sergueï Girnov. Je crois que cet engagement idéologique en quelque sorte aux partisans ou patriotiques, il existe. Bien évidemment, il existe, mais il est loin d'être celui que Poutine annonce. Donc, il a annoncé 80% les Russes soutiennent cet effort de guerre. La preuve, c'est qu'il n'arrivait pas à recruter. Il n'arrivait pas à recruter suffisamment, et pourtant, il y avait des sommes qui étaient faramineuses pour la Russie. On vous proposait entre 6 et 10 000 dollars pour aller combattre sur le front ukrainien, ce qui, le salaire moyen russe, c'est 150 euros. Donc quand on propose déjà un chiffre comme ça dans les régions qui sont mourantes, où il y a personne, où il y a du chômage, etc. Et même avec ça, il n'arrivait plus à recruter, d'où cette mobilisation. Donc voilà, je crois que de toute façon, ils sont pas suffisamment motivés, et cette mobilisation ne va pas rajouter à cette motivation. On va juste regarder et écouter les réactions des Ukrainiens à cet appel à la mobilisation des réservistes russes. Explication de Yael Benamou, puis on en débat ensuite. Anna a 24 ans, elle habite à Kiev et elle est perturbée par les annonces de Vladimir Poutine. On ne peut pas parler de la stabilité émotionnelle. Ça dépend du moment de la journée, des actus. Alors notamment avec les menaces du président russe, l'attaque nucléaire, ça fait un peu, ça augmente la tension. Ce n'est pas la première fois que le président russe agite la menace nucléaire, mais pour Anna, il reste imprévisible. Le 22 février, on ne croyait pas qu'au XXIe siècle, c'est possible de se retrouver au milieu de la guerre. J'espère que c'est le bluff. Bluff ou pas, Roman, un habitant de Kiev, se veut résilient. Même si le danger est réel, il ne faut pas que ça nous immobilise. Donc il faut continuer à combattre. Voir les succès au front, ça aide de continuer à croire à la victoire. Désormais, de nombreux Ukrainiens croient en la victoire depuis leur récent succès militaire, notamment depuis la reconquête de la région de Kharkiv. Général Clermont, on voit que les Ukrainiens sont inquiets, évidemment, parce que la frappe tactique qu'on évoquait, ce serait plutôt sur le sol ukrainien que sur le sol européen. Moi, je pense qu'il faut quand même, c'est important de rassurer les Français. Je connais assez bien la dissuasion nucléaire française. J'ai passé 15 ans de ma vie militaire dans ce domaine-là. Elle fonctionne, elle a fonctionné, elle fonctionnera. Bon. Mais c'est pas parce que la dissuasion nucléaire fonctionnera qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Il faut bien faire la différence entre les deux. Il peut très bien y avoir un tir d'armes nucléaires très limité par la Russie au-dessus de l'Ukraine. Imaginez que ça se produise. C'est un arrêt instantané des combats. Le monde s'arrête de respirer. Quand vous voyez ce qui se passe quand la reine d'Angleterre décède, imaginez ce qui se passerait si une bombe nucléaire, même de faible puissance... Donc ça arrêterait les combats et je pense que ça obligerait tout le monde à aller autour d'une table de négociation. Donc c'est pas parce qu'il y a un usage d'une arme nucléaire qu'il y a forcément l'apocalypse nucléaire. Bien sûr. Un petit mot avant la pause, Monsieur Girnov. Cette onde de choc, je crois que ça c'est la ligne rouge pour le monde. C'est-à-dire que si Poutine franchit celle-là, il sera vraiment sur le banc des parias. Et à ce moment-là, imaginez la Chine. Comment elle réagirait, la Chine? Parce que les États-Unis, c'est compréhensible, le monde occidental, c'est compréhensible, mais même les Chinois. C'est une nation commerçante, c'est une nation qui vit sur le commerce extérieur, dont dépend la moitié de son export, c'est les États-Unis et l'Europe. Je voulais vous poser une question. Juste après la pause, parce qu'il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, et c'est le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.